décrire un mouvement, avant de parler même de mouvement, dans le premier paragraphe, on va voir que l'idée de mouvement n'est pas si simple, qu'il faut aussi parler d'immobilité. Et une fois que les choses seront claires, on décrira le mouvement d'un objet avec sa trajectoire dans le deuxième paragraphe, puis sa vitesse, puis son accélération. Alors on y va pour le premier paragraphe sur le mouvement et l'immobilité. Une première séquence, on voit un train qui démarre, tout ça est très habituel. Allez, on va arrêter le film ici. Donc on voit un train qui démarre. Et dans la première question, on vous pose plein de questions compliquées, mais est-ce que c'est le train qui démarre par rapport au quai, ou par rapport au sol, ou est-ce que c'est le quai qui bouge, ou est-ce que... Bon, il y a plusieurs façons de décrire ce mouvement. Nous, on a envie de dire que c'est le train qui démarre par rapport au quai. Sauf que si on regarde la suite du film, c'est pas si simple. Ah, alors là c'est bizarre là. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, on a l'impression que c'est plutôt le quai qui démarre par rapport au train. Alors qu'au début, on pensait que c'était le train qui démarrait par rapport au quai. Eh bien, on a le droit de dire les deux. Et ça dépend comment on définit le système et le référentiel. Premier cas de figure, si on dit que le système, l'objet qui nous intéresse, c'est le train, et que le référentiel, c'est le quai, on a bien vu au début du film que le train bougeait par rapport au quai. On avait en tout cas l'impression que le train démarrait par rapport au quai. Bah, c'est vrai, le train bouge par rapport au quai. Alors par contre, est-ce que le train bouge par rapport au sol terrestre? Ah bah, on voit dans la suite du film que non, le train est immobile par rapport au sol terrestre. Et on peut décrire cette situation autrement, où c'est le quai qui nous intéresse. Donc est-ce qu'on peut dire que le quai bouge par rapport au train? Ah oui, on voit clairement dans la fin du film que c'est le quai qui démarre par rapport au train. Bouge par rapport au sol terrestre? Bah oui, c'est ce qu'on voit dans la fin du film, le quai qui bouge par rapport au sol terrestre. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur cette séquence, mais il faut dire clairement quel est l'objet qui nous intéresse et quelle est la référence du mouvement. Et donc, l'objet qui bouge et la référence, ça porte des noms. Donc le référentiel, c'est l'objet qu'on considère comme étant immobile. On le choisit comme on veut. On peut choisir que c'est le train qui est immobile, on peut choisir que c'est le quai qui est immobile, on peut choisir que c'est le sol terrestre qui est immobile. C'est un choix, il faut le faire dès le début et il faut le faire clairement. Et après, on considère que nous, les observateurs, on va se mettre par rapport à ce choix de référentiel. Et on pourra décrire le mouvement du système. Donc le système, c'est l'objet qui nous intéresse, qui normalement est en mouvement, même si parfois il est immobile, mais on considérera que le système, c'est l'objet qui est en mouvement. Voilà, donc il faut bien définir clairement qui bouge pas, le mouvement et l'immobilité. Le mouvement, c'est le système, l'immobilité, c'est le référentiel. Maintenant qu'on a bien défini ça, pour décrire le mouvement du système, on va décrire sa trajectoire, puis sa vitesse, puis son accélération. Alors, la trajectoire du système, qu'est-ce que c'est? On va voir un exemple. Vous avez vu en TP qu'on peut filmer un mouvement, le passer image par image, pointer des positions particulières, et à ce moment-là, on visualise la trajectoire du système. Qu'est-ce qu'on appelle la trajectoire? En fait, c'est la ligne qui passe par les positions successives occupées par le système. Exemple, pour les yeux du cycliste, on a observé 13 positions successives, et en fait la trajectoire, c'est la ligne qui passe par ces 13 positions. On voit que cette ligne, elle est droite, donc on dira que la trajectoire des yeux, elle est rectiligne, quand la trajectoire est droite. Si on regarde la valve qui est sur la roue du vélo, et que l'on trace la ligne qui passe par les 13 positions, on voit que cette ligne est courbe. Donc on dira que la trajectoire de la valve, elle est curviligne. Mais on peut changer de point de vue, vous l'avez vu en TP. Si on se place à la place du cycliste, que l'on change de référentiel, on considérera que c'est le cycliste qui est immobile et il regarde sa roue. À ce moment-là, la roue, pour le cycliste, elle tourne sur place. Et la trajectoire de la valve, c'est un cercle fermé. Et donc, dans le référentiel du cycliste ou dans le référentiel du vélo, la trajectoire de la valve, elle est circulaire. Et c'est là que c'est important de bien avoir défini le référentiel, parce que la trajectoire d'un système dépend du référentiel.
troisième paragraphe sur la vitesse du système. Donc la vitesse, vous avez déjà appris ce que c'est. Ça représente en fait la distance parcourue par le système en une seconde. Donc la distance en une seconde, ça veut dire que l'unité c'est en mètres par seconde. Alors exemple, si le cycliste va à 5 mètres par seconde, ça veut dire que pendant une durée, une seconde, il fait 5 mètres. Si il va toujours à 5 mètres par seconde, ça veut dire que pendant 3 secondes, il fait 3 fois plus. Donc l'opération V fois delta t, vitesse fois durée, il fait 15 mètres. Donc complétez la définition de la vitesse. Et on va parler de vitesse à n'importe quel moment du parcours, toujours entre deux points. Exemple, entre les positions numéro 3 et 5, il faut qu'on sache combien de temps dure le parcours, c'est la durée du parcours. Donc on va noter delta t pour la durée. Delta, ça veut dire qu'on fait une opération de soustraction, on fait une différence. Delta t, c'est une différence entre deux instants. Si c'est entre les positions 3 et les positions 5, c'est l'instant t5 et l'instant t3. t5, le temps de la cinquième image, t3, le temps de la troisième image. La distance parcourue entre les points 3 et les points 5, on va la noter M3, M5. Donc ça, il faut regarder sur la photo. À la règle, il y a combien de centimètres pour avoir la distance entre le point M3 et M5. Les points M3, M5, c'est M3, c'est la position numéro 3. Si c'est pour les yeux du cycliste, c'est la position 3 des yeux. M5, c'est la position 5. On peut parler de la valve aussi, la distance M3, M5. Pour la valve, la distance entre la position 3 et la position 5. Et donc la vitesse entre les positions 3 et les positions 5, on dira que c'est la vitesse au niveau de la position 4, entre ces deux points. Ce qu'on notera, V4 égale distance divisée par durée. Avant, vous écriviez D sur T. Et maintenant, pour parler des distances, on n'utilisera plus la lettre D, on utilisera M3, M5, qui est le chemin du point M3 jusqu'au point M5, la distance entre ces deux points. M3, M5 divisé par delta T, donc on ne parle pas de T pour la durée d'un parcours, mais de delta T, donc c'est la différence entre deux instants. Alors faites attention sur cette formule, on parle de durée et pas de temps. Alors c'est quoi la différence entre le temps et la durée? On ne va pas prendre l'exemple d'un parcours, mais l'exemple d'une mi-temps au football par exemple, qui commence à 21h et finit à 21h45. Alors on dira que le temps de la deuxième mi-temps, le mot temps fait référence en fait à l'instant. L'instant de la deuxième mi-temps, c'est 21h, c'est l'instant où ça commence. Et la durée, elle n'est pas de 21h. Hein, ils vont pas jouer au foot pendant 21h de suite. La durée, elle est de 45 minutes. Et on ne dira pas que l'instant de la mi-temps, c'est 45 minutes. Les deux réponses correctes, c'est la première et la dernière. Voilà la différence entre temps et durée. Dans la formule de la vitesse, on fait référence à la durée du parcours.